Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce lundi 12 septembre. 24 heures pour venir à bout d'un incendie. À Vendôme, l'incendie d'un entrepôt a nécessité la mise en place d'un dispositif impressionnant, et cela durant 24 heures. Le numérique pourrait bientôt remplacer les livres d'école dans les lycées. De nouveaux manuels scolaires font leur entrée. Et puis à la fin de ce journal, je vous emmène à Célette visiter le château de Bourgard, l'ancien relais de chasse de François Ier. On commence avec cet incendie très spectaculaire. À Vendôme, il aura fallu 90 pompiers venus de tout le Loir-et-Cher pour maîtriser l'incendie d'un entrepôt situé entre le cimetière de la Tuilerie et l'école Jules Ferry. Récit d'Anaïs Michaud. Dimanche 11 septembre, 16h15, une immense colonne de fumée noire assombrit le ciel vendômois. L'incendie de l'entrepôt Trigano, spécialisé dans le matériel de jardin, a rapidement gagné du terrain. Et à leur arrivée, les pompiers ont été surpris de leur découverte. Un feu important d'entrepôt qui ravageait déjà une grande partie du stockage et qui s'est terminé par la destruction pratiquement complète de 9000 m² de surface de stockage. 9000 m², soit l'équivalent de 4 mois de vente, une perte considérable pour l'entreprise. Heureusement, l'incendie n'a pas fait de blessés, mais il a tout de même fallu 16 heures et un important dispositif pour le maîtriser. Ce sinistre a nécessité l'engagement de plus d'une vingtaine de véhicules et une dizaine de véhicules d'incendie et a mobilisé près de 90 sapeurs-pompiers. Un incendie dont on ne connaît pas encore l'origine, il fait toutefois étrangement écho à celui qui s'était déclaré une semaine auparavant, déclenché par des cambrioleurs. La rentrée des classes continue. On s'intéresse ce soir au lycée avec François Bonneau, le président de la région Centre, qui a visité plusieurs lycées d'Indre-et-Loire aujourd'hui, notamment le lycée Descartes à Tours. L'occasion pour lui de rappeler sa volonté de maintenir les lycées dans les centres-villes et se préoccuper aussi des questions environnementales. On a engagé, vous le savez, il y a un peu plus d'un an maintenant, un contrat de performance énergétique et nous avons mobilisé au bénéfice de 19 lycées en région, c'est-à-dire près de 20% de nos lycées, on a mobilisé plus de 30 millions d'euros par le biais de ce contrat de performance énergétique pour réduire la consommation d'énergie, baisser la facture énergétique et également produire moins de gaz à effet de serre. Et les études énergétiques qui ont été faites nous ont montré que ce lycée, comme le lycée d'Amboise, comme une vingtaine en région, pouvait être prioritaire. Et justement, la région Centre, qui est en charge des lycées, développe cette année une nouvelle méthode d'apprentissage dans l'air du temps. Fini les livres classiques, place au manuel scolaire numérique. Si les lycées poursuivent l'expérimentation dans l'académie, dont 2 en Indre-et-Loire, le lycée Albert Bayet et Jacques de Vaucanson, où Luc Ricorian a posé sa caméra. Et si c'était bientôt la fin pour le manuel scolaire en papier ? Il pourrait en tout cas être remplacé par une nouvelle technologie connue sous le nom de manuel scolaire numérique. Complètement dématérialisé, il s'utilise avec un ordinateur. Sa prise en main est très simple et il offre un côté interactif qu'un manuel classique n'a pas. En Indre-et-Loire, 2 lycées expérimentent ces livres numériques. Au lycée Jacques de Vaucanson de Tours, Stéphane Lalande nous explique le côté pratique de cette technologie. Alors l'avantage que je verrais, c'est de ne pas avoir un livre à transporter de la maison au lycée. C'est aussi la possibilité d'avoir accès à ce livre n'importe où, qu'on soit chez soi, chez ses grands-parents. Quand on est en garde alternée, on n'est pas obligé de transporter tous ces livres d'un parent à l'autre. Les manuels numériques, expérimentés l'an dernier par les classes de seconde uniquement, seront dès cette année utilisés par les premières. Et les élèves devraient trouver de nouvelles innovations au sein des manuels, car l'an dernier, lycéens et professeurs étaient restés un peu sur leur faim. Le produit en lui-même, le manuel numérique proposé par les éditions Bordas, est en fait assez proche du manuel papier. Même s'il est enrichi par quelques vidéos, quelques animations, c'est un peu pauvre. Quelques ajustements seront donc nécessaires avant de passer au tout numérique. Vous l'aurez compris, le bon vieux manuel scolaire a encore de très beaux jours devant lui. Bonne mobilisation des motards samedi dans la région. Ils étaient environ 1500 à s'être donné rendez-vous à Tours pour manifester contre les mesures prises par le gouvernement en termes de sécurité routière. Écoutez ce jeune motard.
avoir un gilet jaune, c'est pas pour ça qu'on nous verra. C'est pas parce que les gens... Il faudra que les gens tournent la tête dans leur voiture pour regarder derrière ou sur le côté s'il y a une moto qui arrive. C'est pas un gilet jaune qui changera la chose. On est un peu des exclus, peut-être un petit peu aussi des fois, où on fait pas attention à nous, malgré qu'on ait notre place sur la route et que on nous voit pas, quoi, malheureusement. Mais on veut pas nous voir plutôt. Une page se tourne à la préfecture d'Indre-et-Loire. Le 15 septembre prochain, le préfet d'Indre-et-Loire, Joël Philippe, prendra ses nouvelles fonctions au ministère de la Ville auprès de Maurice Leroy. Mais avant de quitter le département, vendredi, la préfecture accueillait bon nombre de personnalités en son honneur. Jean Germain, Sophie Oconi et Hervé Novelli étaient présents. Anaïs Michaud. Ils étaient nombreux dans le parc de la préfecture vendredi soir à venir faire leurs adieux au préfet. Après 26 mois passés en Touraine, pour Joël Philippe, c'était l'heure du bilan. L'action qu'on a eue pendant la crise, 5000 emplois préservés, c'est tout de même un motif de fierté très important. Il y a aussi un motif un peu personnel ici, puisque nous avons restauré la préfecture en tant que monument historique. Et nous allons ouvrir cette préfecture à partir des Journées du patrimoine au Tourangeau, cette préfecture et ce parc. La gestion de la crise et la restauration de la préfecture, économie et patrimoine, voici les deux dossiers dont l'ancien préfet est le plus fier. Et dans son entourage, on reconnaît volontiers qu'il a des motifs de l'être. Habituellement, le préfet est le représentant de l'État, de l'autorité de l'État. On attend de lui qu'il règle les problèmes d'autorité, pas forcément sur le terrain économique, et qu'un préfet ait cette propension à l'économie, comme l'avait le préfet Philippe, a été, je crois, dans cette période, quelque chose de très important. Mais l'économie n'a pas été le seul domaine dans lequel a œuvré Joël Philippe. On retiendra bien sûr aussi son travail sur la nouvelle carte des territoires présentée en mai dernier, ou encore le Cher canalisé. Il a travaillé sur un certain nombre de dossiers liés à l'agriculture, les difficultés, la sécheresse. Et il a extrêmement bien œuvré puisque le monde agricole a réussi à percevoir des subventions liées aux démarches qu'il a entreprises pour eux. Malgré la période de campagne électorale, les représentants des différentes familles politiques avaient donc fait le déplacement. L'occasion de saluer ses qualités humaines. Il a su nouer des contacts à la fois professionnels, de travail, mais aussi amicaux. En tous les cas, c'est le cas pour la ville de Tours et pour l'agglomération. Joël Philippe prendra ses nouvelles fonctions le 15 septembre au ministère de la Ville. Et c'est Jean Fabre, l'ancien préfet de Guadeloupe, qui lui succédera. La grève des bus à Blois continue. Cela fait une semaine que les conducteurs revendiquent de meilleures conditions de travail. Des perturbations sont à prévoir demain matin entre 7h et 9h. 25 ans déjà que le festival de jazz à Montlouis-sur-Loire vous invite chaque année à découvrir des artistes prestigieux venus des 4 coins du monde. Une renommée internationale pour une saison qui connaît un très bon démarrage cette année. Alors, est-ce seulement la programmation éclectique qui vous séduit depuis 25 ans? Anaïs Michaud est allée vous poser la question. 25 ans, cela fait 25 ans que Montlouis célèbre le jazz. À chaque rentrée, c'est la même chanson, quelques notes de piano entraînantes, le saxo qui résonne et les aficionados qui se bousculent au portillon. Il y a ceux qui ne sont pas nés de la dernière pluie. Ça fait déjà 17 ans. Je l'ai presque inventé le festival. J'ai vu Jerry Mullingham, j'ai vu les Jazz Messengers, j'ai vu le petit Petrucciani. Et puis maintenant des moins connus. Là, vendredi prochain, je vais aller voir Art Grove, un trompettiste. Il y a aussi ceux qui ont été attirés par un nom. Ça doit faire il y a 2 ou 3 ans. Je suis venue voir le même concert, Goran Bregovic en fait. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion encore de venir pour voir autre chose que lui. Donc parce que voilà, je suis fan, tout simplement. J'adore. Et il y en a d'autres qui viennent simplement manger au marché gourmand. Je viens écouter du jazz en mangeant et je viens voir des copains. Et c'est ceux-là même qui développent, sans trop s'en rendre compte, leur goût pour le jazz. La musique, c'est rigolo. Bref, petits et grands y trouvent leur compte grâce à un savant mélange de concerts éclectiques entre jazz manouche, cubain et afro-américain, tête d'affiche et révélation, le tout dans l'ambiance conviviale du marché gourmand. C'est bien ça la recette de longévité du festival qui est passé depuis 1987 de 3 000 à 25 000 spectateurs. Et puis demain soir, ce sera au tour de China Moses, la fille de Didi Bridgewater, célèbre chanteuse de jazz, d'occuper la scène de l'espace Ligéria.
On passe au sport. Quelle discipline avez-vous choisi cette année? Ce week-end avaient lieu les journaux Sports Ouvertes au Palais des Sports de Tours, un lieu de rencontre qui permet aux associations sportives locales d'attirer de nouveaux adhérents. Sébastien Branger s'est intéressé, lui, au sport de l'esprit, qui nécessite aussi entraînement et hygiène de vie. Regardez. Sports Ouvertes ouvre ses portes à tous les sports, même les plus inattendus. Car le sport, ce n'est pas que biceps gonflés ou jambes affûtées, c'est aussi une gymnastique de l'esprit. Et dans ce domaine, une association tourangelle compte bien exceller avec le jeu de dames. Non, comme ça, tu te donnes un pion, il va te prendre, tu vas pouvoir en prendre deux. D'accord? Il ne faut pas hésiter à sacrifier un pion pour en récupérer 2 ou 3 derrière. Car c'est un sport de l'esprit qui ne demande qu'à se développer face au quasi-monopole des échecs. Comme le jeu d'échecs, on a participé il y a 3 ans au championnat aux Jeux Olympiques des sports de l'esprit à Pékin. Comme derrière, comme il y a les sports pour les handicapés, derrière, il y a eu ces sports supplémentaires des sports de l'esprit. Comme tout sport, l'entraînement est primordial. Ici, il suffit de ne pas être trop fatigué, car les parties peuvent être longues. Il faut être entraîné, il faut être dans de bonnes conditions. Celui qui est fatigué, forcément, il a moins d'aptitude à pouvoir jouer pendant une longue durée que celui qui est... Donc il faut s'entraîner à jouer longtemps. Et puis il faut être dans de bonnes dispositions le jour de la compétition. C'est comme un autre sport. Voilà, si vous manquez de muscles, vous savez désormais que vous pouvez devenir un sportif de haut niveau en restant assis sur une chaise. Le week-end prochain auront lieu les journées du patrimoine. L'occasion pour nous cette semaine de vous proposer chaque soir le portrait d'un site ou monument de la région. Ce soir, je vous emmène dans le Loir-et-Cher à Célette, situé à 10 km au sud de Blois, pour aller visiter le château de Beauregard, cet ancien relais de chasse qui appartenait à François Ier et qui abrite surtout une galerie de portraits qui retrace 315 ans d'histoire. Gaël Poulain et Lou Cricorian. 327 portraits, 327 visages de personnages illustres, depuis Philippe VI de Valois en 1328 à Louis XIII en 1643, en passant par Catherine de Médicis, Anne de Bretagne ou encore le cardinal Richelieu. Vous êtes ici dans la plus grande galerie des portraits de France. Elle a été aménagée en fait au XVIIe siècle par le propriétaire de l'époque qui s'appelle Paul Hardier. Paul Hardier qui va travailler pour plusieurs rois de France. Il est contrôleur du Trésor royal et qui va faire aménager ici à la fin de sa carrière une galerie de portraits. Puisqu'en fait quand il achète le château de Beauregard, il vient ici pour prendre sa retraite. Un retraité passionné d'histoire mais pas seulement de la couronne de France. Au château de Beauregard, Paul Hardier se place en visionnaire de l'Europe. Au-delà des 15 rois français, l'on découvre ainsi les portraits des principaux protagonistes de l'histoire des relations étrangères, parmi lesquels Henri VIII et Charles Quint. On a 327 portraits, donc un nombre impair, mais à un près, on a autant d'étrangers que de Français. Donc c'est assez remarquable pour le XVIIe siècle de pouvoir présenter autant de personnalités extérieures au royaume de France, jusqu'à des sultans turcs par exemple. Donc on est vraiment sur une échelle européenne assez large, effectivement. Dans cette galerie de 26 mètres de long sur 6 mètres de large, ce sont ainsi plus de 3 siècles d'histoire qui vous sont comptés en images. Et à l'occasion des journées du patrimoine, des visites thématiques vous seront proposées. Une autre façon de découvrir et de comprendre les liens qui ont tissé l'Europe d'aujourd'hui. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, on retrouve Jean-Martin Dutour, négociant et vigneron à Chinon. Avec lui, nous parlerons des vendanges, mais aussi de l'exportation des vins vers les États-Unis. À tout de suite.